Vous regardez Évasion Guinée, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Malgré la contestation de l'opposition républicaine concernant le chronogramme électoral, la Commission électorale nationale indépendante CENI, elle, vient de lancer la révision des listes électorales. Une révision qui pour le moment ne suscite aucun engouement chez les populations de la capitale, Conakry. La 7e édition des 72 heures du livre a pris fin ce samedi au Centre culturel franco-guinéen. Les professionnels du livre venus des 4 coins du monde ont échangé sur la place du livre dans la protection de l'environnement. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue. Dans la perspective des élections présidentielles de 2015, la Commission électorale nationale indépendante CENI vient de procéder au lancement de la révision des listes électorales. L'opposition qui vise à mettre à jour le fichier électoral connaît pour ce début un faible engouement des citoyens. Mamadi Dokandé, reportage. Cette révision des listes électorales vise à inscrire ceux qui ont atteint 18 ans, ceux qui ont changé de quartier et radier les personnes décédées. Lancée le 24 avril dernier, l'opération connaît peu d'engouement dans les commissions administratives de révision. Pour le moment, nous n'avons pas de problème, bien qu'il n'y a pas d'affluence encore. Pour la journée d'hier, nous avons reçu une dizaine de citoyens. Ce citoyen est l'un des premiers à se rendre dans cette carle pour la matinée de ce lundi 27 avril. L'an passé, il y avait une date qui ne correspond pas à ma date de naissance. C'est à cause de ça que je suis là aujourd'hui. Pour qu'ils mettent exactement la date exacte dont je suis né. Devant la carle 196 à Dabondi 3 dans la commune de Matoto, la plus grande circonscription électorale de Conakry, quelques citoyens vérifient leur nom sur les listes. Oui, j'avais mon nom à 2013. Je n'ai pas vu mon nom d'abord parce que j'ai dit que je vais passer là-bas, au foyer là-bas. Peut-être je vais trouver mon nom là-bas. Dans cette carle, le début des travaux a accusé un retard à cause d'une panne sur une machine de l'opérateur Gemalto. Bon, le 24, on n'a pas pu travailler. Je ne sais pas, les opérateurs ont dit qu'il y avait un problème de blocage. Mais après, à la suite, leur superviseur est venu pour débloquer et puis ça a marché. Pour ce genre d'opération, le Guinéen ne se mobilise qu'à la dernière minute. Pourtant, le plus tôt serait le mieux, conseille le président de la commission électorale communale indépendante de Ratoma. Au début, il n'y a pas, mais vers la fin, quand on va approcher la date limite de clôture, eh bien, vous allez trouver un engouement fou. Nous leur disons, il vaut mieux se faire enrôler maintenant. Attendre la fin, c'est pas tellement agréable, parce que finalement, il va y avoir beaucoup d'embouteillages. Malgré la contestation du calendrier électoral par l'opposition, cette dernière est représentée dans les différentes carles que nous avons sillonnées. Cette révision exceptionnelle des listes électorales dure 45 jours. Le Rassemblement pour la Renaissance et le Développement vient de procéder à la validation du bureau fédéral de Dapompa composé de 27 jeunes de la localité. La démarche s'inscrit dans le cadre des préparatifs des élections présidentielles prévues le 11 octobre prochain. Bernard Koundounou. Dans la dynamique des préparatifs des élections présidentielles du 11 décembre prochain, le Rassemblement pour la Renaissance et le Développement a entamé la mise en place de ses bureaux fédéraux dans les quartiers de Conakry. Le parti a procédé samedi à la validation de celui de Dapompa, un bureau composé de 27 membres, tous des jeunes de la localité. En recevant le président du parti dans leur quartier, la jeunesse de Dapompa a exprimé son engagement à soutenir les idéaux du parti et de son leader. Nous vous recevons ce soir pour vous exprimer notre adhésion effective aux idéaux du parti sans condition matérielle aucune d'une part, et d'autre part pour son implantation se fondant sur le slogan « Par la jeunesse, avec la jeunesse, pour la jeunesse et la femme ». Nous jeunes hommes et femmes de Dapompa, conscients de nos difficultés et espérant un lendemain meilleur, nous tenons à vous confier l'un et l'autre en vue de développer notre pays. La jeunesse de Dapompa a organisé un match de gala qui a opposé deux équipes du quartier. Le président du RRD, après avoir récompensé ces deux équipes, a invité la jeunesse à s'impliquer dans la politique pour, selon lui, inverser la tendance. Je suis fier parce que je vois ici les visages amis, unis dans le même sens ou dans la même volonté, afin de donner à la Guinée la place qui lui revient. Mes chers jeunes camarades, pourquoi je demande que la jeunesse doit se lancer dans la politique? Si je vois la jeunesse ici diplômée, et qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail, ça fait mal. Je pense bien que
nous devons accepter à prendre encore le drapeau de la Guinée pour vraiment bien planter le décor, relever le défi. La prochaine étape de la validation des bureaux fédéraux est prévue à la T6 dans les jours à venir. Plaidoyer pour l'accès des femmes à la justice, c'est le thème d'une conférence animée ce lundi à Conakry. L'objectif était pour le Centre Femmes, Citoyennes et Paix, en collaboration avec 3 autres organisations de défense des droits de l'homme, de faire la restitution de 4 mois d'intervention en Haute et Guinée forestière dans le cadre de la protection des droits des femmes. Le point avec Manian Kondé. Ces 4 mois de travaux de terrain de ces organisations de défense des droits de l'homme visaient à conscientiser les autorités et les communautés à la base sur les effets des violations des droits des femmes et leurs conséquences néfastes sur la vie sociale et économique du pays. Au cours de leur mission, Avocats sans frontières, Même droit pour tous, l'Organisation catholique pour la promotion humaine et le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix ont procédé à la mise en place des cliniques juridiques, apporter des soutiens auprès des femmes victimes de violences, mais aussi produire un document de plaidoyer en leur faveur. L'opération a visé les villes de Kankan, Balandou, Khalifa Moria, Kouvessa, Sigiri, Zérekore, Lola, Koulé, Soulé et Zegbela. Là, le constat du phénomène est alarmant. Sur une période de 4 mois, nous avons collecté plus de 226 cas de femmes victimes de violations de droits et également d'autres victimes qu'on a pu rencontrer sur le terrain. Mais quantité d'autres femmes sont victimes de violations de droits et elles ne viennent pas se plaindre de leur sort. C'est pourquoi nous avons voulu par exemple étendre notre recherche sur quelques femmes qui n'ont pas rapporté leur cas et on a vu que sur 60 personnes interviewées, 80% sont victimes de violations de droits et elles ne font aucun recours. Même si des résultats positifs sont obtenus dans la sensibilisation sur les violences faites aux femmes, de nombreux défis restent encore à relever. Il faut qu'un réel travail au niveau communautaire soit fait. Beaucoup est déjà fait, mais beaucoup reste à faire. Parce que, encore une fois, la langue du droit pour le moment reste le français. Or, dans les communautés, combien de femmes, combien de personnes parlent effectivement cette langue du droit? Il faut rappeler que ce projet est une initiative d'urgence mise en place pour mettre un terme aux violences faites aux femmes, tant au niveau national que mondial. Lancement officiel ce lundi à Conakry du dépôt des dossiers de candidature pour le concours national de recrutement pour la fonction publique guinéenne. Cette première phase concerne le département de la santé. Les agents de santé étaient venus massivement pour le dépôt Santi Souma ou les Matokuru Diallo. Reportage. C'est à 10h ce lundi que l'enregistrement des 2000 candidats au concours de recrutement à la fonction publique a débuté. Cette première phase concerne le département de la santé. Il s'inscrit dans l'optique d'augmenter le personnel sanitaire en cette période épidémiologique. La procédure est très simple. Il suffit de remplir tous les dossiers demandés et de remplir les formulaires et tout c'est simple. Le frais d'inscription c'est 20 000. Satisfait, ce candidat lance un appel à l'endroit de ses collègues. Je dis à tous mes amis médecins qui ont passé par l'université Gamal Abdel Nasser de venir déposer leur dossier pour participer au concours de recrutement à la fonction publique, que chacun doit tenter sa chance, car c'est une seule fois dans 10 ans. S'agissant de la tranche d'âge et l'hiérarchie, le directeur adjoint du projet réhabilitation du fichier central et périphérique explique. Bon, la tranche d'âge, moi je ne l'ai pas inventée. La fonction publique a été trop claire. Il dit que pour tout cadre qui veut être, tout agent qui veut, toute personne qui veut accéder à la fonction publique, on a mis pour la hiérarchie A, compte tenu de la durée du type de formation, qu'il soit vieux de 45 ans, hiérarchie A. Quant aux hiérarchies B et C, on a la fourchette d'âge de 40 ans. Parce qu'eux, ils durent moins à l'école par rapport à ceux qui vont à l'université faire les recherches là. À noter que le dépôt des dossiers durera 2 semaines sur toute l'étendue du territoire national.
Situé à plus de 100 km de la capitale, l'hôpital régional de Kindia se trouve aujourd'hui confronté à d'énormes difficultés à un moment où on parle de renforcement et d'amélioration du système de santé de la Guinée vu la présence de l'épidémie du virus Ebola. Difficultés qui se résument au manque d'équipement et à la gestion du personnel soignant. Notre reporter Néné Oumo Baldé, de passage dans la cité de Manga-Kindi Camara, a fait un tour au sein de cet hôpital. Voici son constat. En matière d'équipement, il reste beaucoup de choses à faire parce que généralement, tout l'équipement que nous avons est vétuste. Et là, on a de grosses difficultés. Ces propos sont ceux de Dr Abraham Onipogi, directeur général adjoint de l'hôpital régional de Kindia. En plus des problèmes liés aux équipements, la gestion du personnel demeure la chose la plus difficile au sein de ce centre hospitalier. Selon le DGA, la plupart du personnel muté à l'intérieur du pays ne viennent pas prendre fonction. Les stagiaires, on a tiré le chapeau parce que la plupart de nos services sont aujourd'hui fondés, c'est-à-dire basés sur ces gens-là. Les titulaires, on aurait à déplorer leur comportement, surtout dans cette période de guerre, qu'est la période Ebola. Il ne faut pas le cacher, les titulaires, quelque part, ils baissent le bras. Et cela? Parce qu'il y a une psychose installée, tant au niveau du personnel, tant au niveau de la population. Mais ce qui reste à déplorer, c'est la psychose au niveau du personnel, puisque nous sommes quand même là pour comprendre cette maladie, pour adopter des mesures contre cette maladie et d'aller sensibiliser celui qui n'a pas cette formation. Si nous-mêmes nous sommes avec cette psychose, cette peur, cette angoisse, c'est ça qui complique un peu la situation à notre niveau. Les patients, quant à eux, déplorent cette situation et pointent un doigt accusateur aux responsables par rapport à la rareté des médecins. C'est pas normal, on laisse un hôpital régional à la portée des corps et des apprenants. Je pense bien que ça c'est désolant ça. On ne doit pas accepter des choses pareilles comme ça. Plusieurs autres hôpitaux du pays sont à l'image de ce centre hospitalier de Kindia. Une situation qui devrait interpeller l'implication du ministère en charge de la Santé d'adopter une mesure de contrôle sur la présence des agents de santé affectés à l'intérieur du pays. Restons à l'intérieur du pays pour dire que dans le cadre du renforcement des capacités de résilience des producteurs post-Ebola, la ministre de l'Agriculture s'est rendue dimanche à Bola, dans la préfecture de Zélikoré et certaines localités de Lola, où les producteurs lui ont fait part de leurs préoccupations à Giratouba. Les besoins en intrants, de machines ou encore de semences de qualité se font sentir dans plusieurs localités de Lola. C'est le cas, par exemple, à Tio, au pied de Monimba, à 1 km du Libéria, où 30 personnes ont été fauchées par le virus Ebola et de nombreux contacts dénombrés. L'entraide communautaire et l'assistance des institutions pendant près de 5 mois, les besoins en intrants, de machines ou encore de semences de qualité se font sentir dans plusieurs localités de Lola. C'est le cas, par exemple, à Tio, au pied de Monimba, à 1 km du Libéria, où 30 personnes ont été fauchées par le virus Ebola et de nombreux contacts dénombrés. Ici, l'entraide communautaire et l'assistance des institutions pendant près de 5 mois ont permis de lutter contre cette maladie. 12 km en amont de Tio, les producteurs de la sous-préfecture de Bossou, eux, ont fait part à la ministre de l'Agriculture, Jacqueline Marsultan, à cause des zones de conservation de la flore et de la faune, notamment les chimpanzés. Première productrice d'ananas en qualité et en quantité, selon le maire de la localité, Bossou souhaite entre autres l'aménagement des plaines de 800 hectares de Leiba, qui permettrait aux paysans de s'y installer, mais aussi l'extension de ce Sobipa à la préfecture de Lola et 3 km plus loin à Gogota ou encore à Bola dans Térékoré. Jacqueline Marsultan a aussi échangé avec les producteurs. Au cours de sa traversée, elle a laissé dans ces différentes localités des sacs de semences, des grillages, des décortiqueuses et autres batteuses motorisées. C'est pour assister les paysans.
La 7e édition des 72 heures du livre a pris son samedi 25 avril à Conakry. Durant 3 jours, les professionnels du livre venus des 4 coins du monde ont échangé sur la place du livre dans la protection de l'environnement. Près de 500 éditeurs étaient présents, 200 dédicaces, un pays invité d'honneur, la Côte d'Ivoire et l'Abbé, ville invitée. Les initiateurs estiment que cette édition a été un succès vu qu'elle a mobilisé des milliers de participants. Le bilan de cette 7e édition avec Marichela Fofana. Du 23 au 25 avril, Conakry a vibré au rythme des 72 heures du livre, un événement qui a réuni des professionnels du livre venus du monde entier pour débattre de la problématique de la protection de l'environnement. Au terme de la rencontre, les initiateurs estiment que c'était une réussite. Un succès parce que les spécialistes venus d'Amérique, d'Europe, d'Afrique ont travaillé avec la jeunesse guinéenne. Ils ont réfléchi, ils ont trouvé vraiment des termes qu'il faut pour que la Guinée fasse une participation remarquable à la COP 21 en décembre 2015. Et sur le plan, disons, des nouveautés, des signatures des conférences, les salles étaient full, archi-combles. Cette 7e édition a regroupé 500 éditeurs et 200 dédicaces y ont été faites. L'ambition du commissaire de l'événement, faire de Conakry la capitale mondiale du livre en 2017. Pour être capitale mondiale du livre, nous devons faire autant, construire des médiathèques, des espaces d'épanouissement. Il suffit que les jeunes Guinéens s'approprient de ces espaces-là pour travailler, pour se mettre à la lecture, et c'est ce qu'on recherchait. La ville de l'Abbé était à l'honneur au cours de ces 72 heures du livre. Les invités venus des 4 coins du monde devaient visiter la cité de Karamoko Alpha Molabé, mais à cause de la crise politique, la visite a été annulée. Il y a eu un mort à l'Abbé, il y a les Jeux Sophoret, on ne peut pas prendre le risque d'amener les invités internationaux à l'Abbé, donc nous avons pris des dispositions, nous allons attendre que les choses se calment pour amener les professionnels du livre guinéen pour aller faire les dons qui étaient promis, pour aller visiter le centre de documentation environnementale, pour aller travailler avec les hommes de culture du Fouta. Donc ce n'est que partie remise. Avec pour thème livre, sciences, climat et environnement, les 72 heures du livre de cette année ont dépassé les entendements de certains. La Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur, était au centre de toutes les attentions. Les auteurs ivoiriens ont partagé avec leurs homologues guinéens leur expérience dans le domaine de la littérature. La délégation ivoirienne venue en Guinée pour prendre part à cette 7e édition des 72 heures du livre qui se sont déroulées les 23, 24 et 25 avril au Centre culturel franco-guinéen se réjouit des 3 jours passés en terre africaine de Guinée. L'occasion a été mise à profit par cette délégation pour partager leurs expériences dans le domaine de la littérature avec leurs homologues guinéens. Suivez. Après 3 jours, nous faisons le constat que la Guinée est présente dans le champ du livre, que les 72 heures du livre sont un événement important qui chaque année fait un pas en avant. La présence, en plus de la Côte d'Ivoire, de nombreuses personnes venues de l'extérieur pour affirmer la dimension internationale de cette foire est quelque chose de vraiment attachant. Je pense que les autorités de la Guinée ont eu raison de mettre en situation les 72 heures du livre. Et en tant que directeur du livre et de la lecture de Côte d'Ivoire, je suis très heureux de la dimension populaire de cet événement. Parce qu'il nous appartient, nous Africains, de faire en sorte que le livre serve la cause publique et que par le livre, nos populations ajoutent à leur grandeur. Que le livre leur permette de faire constamment des pas en avant et surtout que par le livre, ils tiennent gagner chaque pas pour reprendre une formule de Césaire. Pendant 3 jours, la Guinée a été présente aux 72 heures du livre et pendant 3 jours, ceux qui sont venus de l'extérieur pour soutenir la Guinée à faire vivre ces 72 heures du livre étaient présents. Il y a eu des échanges fructueux, il y a eu un véritable dialogue entre les différents participants et aussi des rencontres assez émouvantes avec le public. Chapeau donc aux organisateurs et chapeau au gouvernement guinéen pour cette belle initiative qui participe des relations de consolidation
et de brassage des peuples, de nos peuples de la sous-région et de l'ensemble du continent. Après un week-end de protestation qui a fait au moins 2 morts, l'opposition a encore manifesté au Burundi ce lundi, un rassemblement dispersé par la police. Quant à la principale radio indépendante, elle a été fermée par les autorités. Les opposants s'insurgent contre le président Pierre Nkurunziza qui brigue un 3e mandat. Suivez. Moins brutal que la veille, semble-t-il, de nouvelles violences ont éclaté à Bujumbura ce lundi. Cette fois, les manifestants ont été bloqués et dispersés dans leur quartier avant qu'ils ne parviennent à se regrouper dans le centre-ville. La police s'est chargée de ce travail, usant de gaz lacrymogène et de canons à eau. Mais la présence de l'armée sur le terrain est remarquée et appréciée. La population la considère comme plus neutre et plus pacifique. Elle a en particulier pris en charge la sécurisation du centre-ville. Je peux dire que la population se manifeste et maintenant ils disent que les soldats ont déjà fait quelque chose qui est très bien. Ils se sont comportés bien. Mais la police, hier, se sont comportés mal parce qu'ils ont battu beaucoup de la population et beaucoup de populations parmi nous sont morts. De fait, dimanche, les policiers ont réprimé violemment la foule, tirant parfois à balles réelles. On compte au moins 2 morts, peut-être plus, selon certaines sources. La population s'est enflammée à l'annonce de la candidature du président Nkurunziza à un 3e mandat, ce que la Constitution interdit. Le pouvoir burundais semble décidé à reprendre en main la situation. La principale radio indépendante, RPA, a été interdite d'émettre. Ce lundi toujours, un des plus célèbres défenseurs des droits de l'homme du pays, Pierre Claver Mbonimpa, a été arrêté. Il avait appelé à manifester. Un mandat d'arrêt a été lancé aussi contre Vital Nshimirimana, le principal organisateur de la campagne contre un 3e mandat de Pierre Nkurunziza. La présidentielle est annoncée pour le 26 juin prochain. Des dizaines de milliers de personnes étaient dans les rues de Katmandou, la capitale du Népal. Le bilan ne cesse de s'alourdir dans ce pays frappé par un séisme depuis 3 jours. On déplore plus de 4000 victimes déjà. La capitale Katmandou est complètement dévastée, laissant place à un spectacle de désolation. C'est un reportage de nos confrères de TV5 Monde. Le sol tremble, s'étonne l'alpiniste qui filme. On entend alors quelques rires nerveux. Personne ne comprend ce qui se passe. Et soudain, une immense avalanche déferle sur le camp. Les alpinistes tentent de se réfugier sous les tentes. Cramponne-toi à ma veste. Ça va? Tu vas bien? Dit l'un d'entre eux. Les secondes passent, on entend juste le bruit de leur respiration. Quelques instants plus tard, ils s'interrogent. Est-ce qu'on ne devrait pas retourner à la tente? Peut-être celle où il y a les cuisines. Restons ensemble, dit l'un d'entre eux. Peu à peu, ils se relèvent couverts de neige, mais vivants. Quand on revoit l'image de l'arrivée de l'avalanche, on est frappé par l'ampleur du mur de neige. Un témoin parlera plus tard d'une hauteur d'un immeuble de 50 étages. Au total, il y aura 18 alpinistes tués et près d'une 60aine de blessés. Au Népal, des centaines d'activistes sont encore bloqués sur le site. Quant aux sinistrés, ils se comptent par dizaines de milliers. Effrayés par les répliques, ils ont passé une nouvelle nuit dehors, alors que des secouristes du monde entier sont présents pour apporter leur soutien au peuple népalais. Suivez. 2 jours après le séisme, ces secouristes espèrent retrouver des survivants sous les décombres des immeubles de la capitale népalaise. Mais cette fois encore, c'est un cadavre qu'ils dégagent des gravats. Le tremblement de terre de samedi est d'ores et déjà le plus meurtrier qu'ait connu le Népal depuis 80 ans. Et le dernier bilan des victimes n'est que provisoire.
L'hôpital public de Bir est l'un des rares à fonctionner encore à Katmandou. Les urgences sont prises d'assaut, il n'y a pas de place pour tout le monde. De nombreux patients souffrent de blessures graves, des blessures à la tête. D'autres ont été amputés d'un membre en entier. Cet homme a été sauvé par son frère accompagné de secouristes. Il a passé 3 heures sous un immeuble. Une équipe de secouristes l'a sorti des décombres et conduit à l'hôpital. Et là, il souffre de boursouflure, de gonflement. Les survivants, même mal en point, attendent de l'aide sous des tentes de fortune. Ils ont passé la nuit dehors sans trop dormir. Le sol tremble encore régulièrement et il pleut beaucoup par moments. L'eau, la nourriture manquent, les autorités sont débordées, en particulier pour atteindre les zones rurales, comme ici aux abords de l'épicentre du séisme, à 80 km au nord-ouest de Katmandou. L'aide internationale est cruciale. On est là avec les chiens pour tout simplement aller rechercher les personnes qui sont encore ensevelies sous les décombres. Des secouristes du monde entier débarquent par vagues à l'aéroport de Katmandou et y croisent des touristes désireux, eux, de quitter au plus vite ce chaos. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information, c'est aussi notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à vous.